Bonjour, je suis Jean-Louis Stivan de la formation alsacienne de naturopathie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais tenter de répondre à une question qui me taraude depuis très longtemps. Sommes-nous faits pour manger en suivant les principes du régime végétalien? Sommes-nous, comme certains naturopathes le disent depuis très longtemps, et j'en fais partie puisque j'ai été éduqué dans cette mouvance, sommes-nous constitués comme les grands singes d'Afrique, des grands singes qui vivent sous les tropiques? Avons-nous la même constitution physiologique? Sommes-nous capables de digérer de la même façon? Ce qui voudrait dire que nous devrions nous alimenter de la même façon. Alors, ça veut dire quoi? S'alimenter comme un grand singe, ça serait s'alimenter à partir de 80-90% de produits végétaux, des pousses, des racines, des fruits, des feuilles bien sûr, et 10 à 20% de sous-produits animaux, que sont par exemple des œufs, bien sûr des insectes, donc des produits animaux aussi, et quelques petits crustacés si ces singes vivent en bord de lac ou de mer, et éventuellement des petits animaux qu'ils attrapent par-ci par-là. Déjà, on voit très bien que le végétalisme n'existe pas réellement dans la nature, Il n'y a pas d'animaux végétaliens, on trouve toujours dans leur alimentation une toute petite part animale. Mais est-ce que nous pouvons, nous, vivre comme des végétaliens, c'est-à-dire sans sous-produits animaux? Quelles en sont les conséquences à court et à moyen terme? Alors, sur le plan digestif, une personne qui n'était pas, par exemple, végétalien, qui vit comme une personne occidentale, en s'alimentant avec l'alimentation que l'on connaît aujourd'hui, industrielle, chimiquée, transformée, et qui se met dans un premier temps à devenir végétalien, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va forcément s'améliorer, il va mieux digérer, l'énergie va revenir, vous allez avoir une petite perte de poids, même assez rapide, on va perdre un peu de gras inutile, et cette personne va gagner en endurance, va gagner en bien-être. Ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois suivant le point de départ de certaines personnes, et puis on va s'apercevoir qu'à moyen, voire à long terme, surtout à long terme bien sûr, un état de carence, un état particulier va s'installer. Alors carence entre guillemets, on verra à quoi elle peut correspondre. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas être momentanément végétalien et que se priver de produits animaux n'est pas forcément bénéfique, négatif pour la santé. J'ai moi-même testé, essayé de l'être pendant plusieurs semaines, j'ai vu les effets, même dans le cadre d'une cure naturopathique, on le recommande. Ça peut être vraiment salutaire pour éliminer certains poisons, certaines toxines, laisser au repos certains organes du système digestif. Mais on va s'apercevoir que sur du moyen terme, ce n'est pas le régime alimentaire, on va dire, qui nous correspond le plus à notre spécificité et qui va donc amener à une santé optimale. L'objectif n'est pas de choisir tel ou tel régime alimentaire ou de dire que tel et tel régime est en soi négatif, voire dangereux. On n'est pas là pour stigmatiser les régimes, je ne suis pas là pour vous dire que le végétalisme est quelque chose de catastrophique. Au contraire, ça peut apporter des choses intéressantes. Je voulais juste pousser un petit coup de gueule sur le fait que des personnes qui ne sont pas adaptées à ce type de régime, qui le font, on va dire, dans une certaine méconnaissance de la physiologie, se laissent avoir, emportés par une mouvance très moderne, très d'actualité, mais les conséquences sont parfois dramatiques, puisque je reçois beaucoup de coups de fil de personnes en ce moment me disant voilà, je ne les connais pas ces personnes, et elles me disent voilà, moi je me suis mis au végétalisme, je fais tout bien comme on dit, je prends plein de jus de légumes avec pour avoir des éléments vitaux, je prends des aliments vivants, plutôt crus, donc j'ai tous les aliments normalement nécessaires à ma vie, à ma survie, mais je me sens de plus en plus fatigué, je commence à être dépressif, je pleure tout le temps, j'ai perdu beaucoup de poids, les gens sont décharnés quand ils arrivent chez moi, ils me disent mais pourtant il y a des protéines dans tels végétaux, etc. Mais tout ça est lié à une méconnaissance du phénomène frugivore, végétalien, cette méconnaissance vient souvent d'affirmations que l'on trouve sur Internet. Voilà, comme celle que je suis en train de faire, sauf que moi je vais essayer d'avoir un raisonnement scientifique pour vous montrer que ça ne fonctionne pas tout à fait de la façon dont on croit du moins, en disant que voilà, l'homme descend du singe, c'est notre ancêtre le plus éloigné
qui est notre référence physiologique en termes alimentaires. Donc nous digérons comme lui, nous avons le même système enzymatique, donc nous devons nous alimenter comme lui. Déjà, en étant végétalien, on voit très bien qu'on ne s'alimente pas comme lui. Mais en plus, on va voir que même si on s'alimentait exactement comme lui, c'est-à-dire 90% de végétaux et juste 10% de produits animaux, sous-produits animaux, eh ben, nous n'arriverions pas à une santé optimale qui est celle du singe, qui est capable, à partir de cette alimentation, vous avez vu, de fabriquer 100, 200, 300 kilos de masse musculaire avec une puissance physique extraordinaire. Eh bien, je suis désolé, moi en mangeant comme lui, je n'arriverai pas à devenir comme lui. Voilà, donc on va tenter de répondre maintenant à la question, sommes-nous vraiment constitués comme des grands singes, frugivores, végétariens, enfin en fait végétariens, ils ne sont pas végétaliens, qu'on trouve dans la nature? Quelles sont les principales différences et quelles seraient les conséquences d'une alimentation végétalienne sur notre santé? Alors non, nous n'avons pas la même capacité digestive, la même capacité enzymatique, métabolique que les grands singes. Voilà. Si vous regardez sur ce système digestif, la longueur en particulier de l'intestin grêle et du côlon chez les différents singes et l'homme, on s'aperçoit qu'il y a une différence fondamentale. C'est que nous avons un côlon beaucoup plus petit que le leur et un intestin beaucoup plus grand. Quand on sait que l'intestin grêle, c'est le lieu de l'assimilation des nutriments, cela veut dire quoi? Que notre capacité d'assimilation de nutriments va se passer déjà avant que les aliments arrivent dans le côlon, avant qu'ils soient retransformés par des fermentations particulières. Le mode d'assimilation est bien différent. Par contre, la différence fondamentale, c'est la longueur de ce côlon. Ce côlon où l'on va trouver chez les grands singes une flore de fermentation très spécifique. Et elle va avoir un rôle hyper important dans le sens où, si vous regardez cette image, vous avez ici les apports à gauche, c'est-à-dire ce que mange, ce qu'ingurgite en termes nutritionnels le grand singe, et ce qu'il récupère une fois la digestion terminée grâce à cette fermentation en grande partie du côlon. On observe quoi comme grande différence? C'est au niveau de la transformation des fibres en acides gras à chaîne moyenne, on verra, sont des acides gras très spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand singe, en se nourrissant de 57% de son alimentation de fibres, uniquement de la fibre, ces fibres, en étant fermentées dans son côlon, vont être transformées en acides gras. Nous, cette capacité, on ne l'a pas, car on n'a tout simplement pas la même flore intestinale, la même flore microbienne au niveau du côlon. Moi, si je m'alimente de la même façon que ce singe, avec ses feuilles dures, amères, ses fruits très fibreux, ses pousses, ses racines très dures, je vais avoir un intestin qui va ballonner, qui va être irrité, je vais avoir des inflammations, une porosité intestinale catastrophique, et ça va être la catastrophe en termes de survie même à quelques semaines, à quelques mois, même très rapidement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que moi, pour obtenir le même effet, c'est-à-dire que si on regarde à la fin, la quantité de graisse qu'il retire de son alimentation, il y en a une certaine quantité, elle est même très importante. Les glucides, ça ne change pas, les protéines c'est pareil, les acides gras polyinsaturés, il y en a toujours 2%, c'est à peu près ce qu'il nous faut nous aussi. Mais comment nous arriver à avoir dans notre alimentation, si on prend le singe comme modèle de ce qu'il faudrait retirer, comment faire pour obtenir ces acides gras essentiels? Alors ce qu'il y a de particulier, c'est que ces acides gras, avant de répondre à cette question, ont une fonction bien particulière, et c'est là que se trouve la deuxième grande différence, c'est que ce sont eux qui vont fournir l'énergie de base du grand singe, comme de tous les singes d'ailleurs. Ces acides gras à chaîne moyenne, voire à chaîne courte pour d'autres, sont le carburant, on va dire, la source d'énergie qui, en se transformant par l'intermédiaire du foie, du rein chez l'homme, c'est comme ça que ça se passe du moins, va fournir ce qu'on appelle des corps cétoniques. Ces corps cétoniques vont devenir le carburant ultime et essentiel du singe, c'est-à-dire que quand on mesure leur taux de corps cétonique, de cétose au niveau urinaire, on s'aperçoit qu'ils sont en cétose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont plus les glucides qui fournissent l'énergie,
c'est les corps cétoniques, l'énergie de base. Ça veut dire que pour tous ceux qui disent que voilà, les glucides sont les carburants essentiels du corps humain, qu'on ne peut pas se passer de ce fameux cycle de Krebs, sa transformation des glucides comme étant la source d'énergie essentielle à l'organisme, que le cerveau ne peut pas se passer de glucides, c'est faux. Avec très peu de glucides dans notre alimentation, c'est-à-dire moins de 30 grammes, voire moins de 20 grammes, voire pratiquement 0 grammes, on arrive à produire à partir des graisses que l'on ingurgite, nous, des corps cétoniques. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas les fibres qui vont se transformer en graisse puis en corps cétonique, c'est les apports de graisse directs, parce que nous, on n'est pas capable de les métaboliser, les créer, ces graisses. Il nous faut un apport extérieur. Ces acides gras particuliers, ce ne sont pas les acides gras essentiels auxquels vous pensez, les fameux polyinsaturés, etc. Ce sont des acides gras souvent d'origine saturée qui vont se transformer par l'intermédiaire du foie en corps cétonique, à condition qu'il n'y ait pas comme autre source, comme autre apport alimentaire, des glucides. On appelle ça l'état de cétose. On le retrouve dans certains régimes cétogènes, très intéressant d'ailleurs pour la lutte contre le cancer, beaucoup de travaux sont en train de se développer autour de ça. Mais on le retrouve aussi quand on jeûne, bien sûr, d'où l'intérêt de faire du jeûne aussi à un moment donné, passer en cétose. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que les glucides sont le seul macronutriment non indispensable au corps humain. Nous ne pouvons pas nous passer de protéines, nous ne pouvons pas nous passer de lipides, mais nous pouvons nous passer de glucides. Pourquoi ? Tout simplement parce que le corps est capable, à partir des protéines, de synthétiser des glucides, c'est-à-dire le minimum vital pour certaines cellules de notre organisme. Et pourquoi nous sommes faits pour vivre plutôt dans cet état de cétose avec un minimum de glucides? Eh bien tout simplement parce qu'on a évolué. C'est-à-dire que pour arriver à un même état physiologique général que le grand singe, eh bien nous, il ne nous faut pas les fibres, il nous faut de l'alimentation animale essentiellement. Comment c'est possible ça? Si on dit que les singes sont nos ancêtres, soi-disant les plus proches. Eh bien c'est tout simplement parce que ce ne sont pas les plus proches. Ça fait 6-7 millions d'années qu'on n'est plus des grands singes, qu'on a évolué de l'Australopithèque vers le Néandertal, l'Homo sapiens, etc. Et depuis à peu près 2 millions d'années, il y a 2 millions d'années, nous sommes partis des forêts pour arriver vers la savane. La savane, il n'y a pas de feuilles, il y a très peu de fruits. Donc on a été obligé de se tourner vers quelques graines, quelques tubercules, mais surtout vers la viande animale. Nous sommes devenus charognards. Tous les paléontologues le disent et l'affirment haut et fort. Depuis 2 millions d'années, nous ne mangeons quasiment que de la viande. Alors j'exagère un petit peu, mais dans certaines contrées, bien sûr, il y avait encore 50% d'alimentation d'origine végétale, 50% de viande. Mais très vite, à l'ère glaciaire en particulier, quand elle est arrivée il y a quelques centaines de milliers d'années, on s'est retrouvé sur une terre qui n'avait plus de végétaux, quasiment plus. Et imaginez même il y a 30-40 000 ans, vos ancêtres les plus proches, Homo sapiens, qui vivaient là, sur vos terres, aujourd'hui en Europe, qu'est-ce qu'ils mangeaient à votre avis en hiver? Qu'est-ce qu'ils mangeaient pendant des mois? Exclusivement de la viande. Quelques petites pousses, quelques petites racines, mais ça représentait en termes caloriques quasiment rien. Alors, pendant des centaines de milliers d'années, nous nous sommes nourris quasi exclusivement en termes énergétiques de produits animaux, essentiellement de la viande, surtout quand on habitait au nord de l'Europe. Et ça ne veut pas dire qu'on était malade, qu'on vivait moins longtemps. Pas du tout. Au contraire, il y a certaines traces archéologiques qui ont montré que nos ancêtres vivaient facilement lorsqu'ils dépassaient l'âge de la petite enfance, où ils étaient très prédatés, il y avait mortalité infantile, etc. L'âge de 70 ans, facilement. C'est-à-dire que notre système digestif a évolué pour pouvoir consommer et extraire de la viande un maximum de nutriments essentiels que sont les acides gras, les protéines et d'autres nutriments comme des vitamines, minéraux, oligo-éléments qu'on trouve en très grande quantité, mais pas que dans le muscle de la viande, dans les abats, la cervelle, le cartilage des os, tout ça est très important. Et ce n'est pas la cuisson qui est apparue il y a à peu près 1,8 million d'années, on est à peu près dans ces eaux-là maintenant, voire peut-être même plus. On pensait que c'était il y a 500 000 ans, mais en fait la date de la première cuisson c'était il y a 1 million d'années, 1,8 million.
cette cuisson a permis d'extraire un maximum de nutriments de ces viandes, hein, de ces protéines animales, en prédigérant cette protéine, en lui permettant de devenir plus molle, plus assimilable et d'obtenir un meilleur rendement dans sa digestion. Alors ça paraît paradoxal parce que certains vont vous dire qu'en cuisant les aliments on perd des nutriments. On en perd certains, c'est vrai, mais on rend ces nutriments beaucoup plus biodisponibles, c'est-à-dire plus accessibles à notre système digestif. Pour résumer cette évolution, à mesure qu'on a avancé vers notre ère, je veux dire il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, c'est-à-dire ça fait à peu près quelques centaines de milliers d'années que notre alimentation est essentiellement d'origine animale. Mais il n'y a que les 10 000 dernières années de notre évolution où nous avons donc commencé à partir du néolithique à faire de l'élevage et de l'agriculture. C'est-à-dire que 10 000 ans à l'échelle de l'évolution depuis les 2, 3, 4, 5 derniers millions d'années, notre système digestif n'a pas évolué depuis ces 10 derniers milliers d'années par rapport à l'évolution qui avait eu les 2 millions d'années précédentes. Ce qui veut dire que notre système digestif est davantage adapté à une alimentation animale qu'à une alimentation végétale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'évolution ces 10 000 dernières années, mais elles sont relativement faibles par rapport aux 2 millions d'années précédentes. Ce qui veut dire que nous sommes parfaitement adaptés, en particulier nous, Européens du Nord, à une alimentation de type carné, comme l'ont pratiqué pendant très longtemps nos ancêtres. C'est-à-dire que notre système digestif, par son pH au niveau par exemple de l'estomac qui est autour de 2-3, c'est-à-dire très acide, la puissance digestive de notre pancréas, de notre duodénum, nous permet aisément de digérer les protéines animales, alors qu'un excès de fibres, telles que le prennent les singes dans une journée, le conduirait à, la fibre ne s'élimine pas complètement, à des fermentations dramatiques où la consommation trop importante de sucre sous forme de fruits en grande quantité ou de légumes en très grande quantité sur plusieurs jours entraîne des fermentations qui ne sont pas toujours faciles à éliminer pour certains d'entre nous du moins. Voilà. Dernière chose, certains vont vous dire que la prise de viande entraîne des putréfactions dans l'intestin. C'est complètement faux. Une fois que vous introduisez une viande dans l'estomac, elle ressort sous forme de chyme alimentaire liquide quasiment digérée. Le restant des digestions des acides aminés qui n'ont pas fini d'être coupés de la protéine se fait au niveau du duodénum via les sécrétions pancréatiques qui sont encore très puissantes. Ce qui arrive dans votre côlon, à la fin de votre intestin grêle, c'est quelques petits résidus éventuellement de collagène qui n'auraient pas été complètement éliminés, mais c'est très négligeable et facilement éliminable par le corps. Par contre, une surconsommation de céréales, de féculents, de fibres, ces fibres-là ne sont pas du tout assimilées par le corps. La flore n'est pas capable de les dégrader comme chez les animaux végétariens et les fermentations ont tendance à être très gênantes. Voilà, donc toute cette évolution nous permet de manger des protéines d'origine animale sans souci. On peut très bien vivre aussi avec des protéines végétales. On verra dans une autre vidéo que c'est un peu plus compliqué, mais tout à fait réalisable. Alors pour conclure, je ne voudrais pas stigmatiser les véganes. Tous les régimes ont leur intérêt. Seulement, lorsque vous choisissez de changer de mode alimentaire, avant de vous lancer dans cette aventure-là, le meilleur moyen, bien sûr, pour savoir si cela vous correspond, c'est d'expérimenter. Voilà, ne vous fiez pas à la théorie, testez. Mais après, soyez objectif dans l'observation de votre niveau de vitalité. Quoi observer? Si vous ne modifiez pas de paramètres de votre vie, par exemple, bien sûr, quand vous modifiez l'alimentation, si vous voulez savoir si c'est bien cette alimentation-là qui influence en bien ou en mal votre état de santé, il ne faut pas qu'à côté vous ayez d'autres modifications, type travailler plus au boulot, être davantage stressé, arrêter l'exercice physique, ou au contraire démarrer une activité physique. Tous les paramètres qui peuvent influencer votre santé doivent rester stables. Vous ne modifiez que votre alimentation et vous observez objectivement certains critères, comme par exemple amélioration de la qualité digestive. Ça, n'importe quelle personne qui se met au véganisme, sans excès de fibres, bien sûr d'un coup, aura une amélioration.
Néanmoins, la plupart du temps, quand on devient frugivore, excès de céréales, excès de fibres, on s'aperçoit qu'il y a des fermentations, des digestions un petit peu lourdes, des irritations intestinales. Donc ça ne convient pas tout de suite à tout le monde, mais certains voient ce phénomène-là, le phénomène digestif, s'améliorer. Bon, passons. Autre critère très important, votre niveau d'énergie. Est-ce qu'il reste constant dans la journée ou est-ce que vous avez des gros coups de barre? Ce ne soit pas lié bien sûr à de l'hypoglycémie, mais souvent on a une baisse de la tension, une baisse de l'énergie au quotidien. Mais le critère le plus important pour savoir si cette alimentation vous convient, c'est votre évolution physique, esthétique sur le moyen terme. Quand vous changez cette alimentation, est-ce que vous gagnez de la masse musculaire tout en perdant un peu de masse grasse? Mais il faut garder un minimum de masse grasse. Ou est-ce qu'au contraire vous vous décharnez? Est-ce que vous perdez rapidement de la masse musculaire? Ça, c'est un signe de dévitalisation. En naturopathie, on estime que le muscle est une réserve vitale. Plus vous avez de muscles, meilleure sera votre capacité d'adaptation au monde et votre réserve minérale. Perdre du muscle, c'est perdre de la vitalité. Donc observez bien ça. Si vous commencez à vous décharner, à perdre cette énergie-là, à avoir des phases de déprime, c'est que cette alimentation ne vous convient pas. Donc, soyez objectif, remettez-vous en cause. D'ailleurs, c'est objectivé par la perte de force. Les véganes, en général, ils ne perdent pas en endurance. Par contre, pour faire des efforts plus intenses de force, de résistance, cette énergie diminue et c'est un signe de perte de vitalité. Imaginez nos ancêtres perdre cette énergie-là, ils ne pourraient plus survivre dans l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Donc, testez, expérimentez, moi je ne suis pas contre, mais ne venez pas après vous plaindre parce que vous êtes dévitalisé, que vous avez trop maigri, que vous avez des troubles digestifs. Voilà, ça c'est des choses que l'on constate fréquemment et tout le monde ne peut pas devenir vegan. Bien sûr, un bon sanguin avec une bonne masse musculaire, qui métabolise bien la graisse, qui digère très bien, pourra être vegan pendant plus longtemps que déjà une personne rétractée. Mais c'est souvent les rétractés, les décharnés, qui se tournent vers une alimentation, vers des choix alimentaires très stricts pour se protéger parce qu'ils ont des petites réflexions et des petits soucis digestifs. Donc attention, nous ne sommes pas comme les grands singes, frugivores, crudivores. Nous n'avons pas les mêmes capacités métaboliques. Nous devons adapter tout ça en fonction de notre tempérament et méfiez-vous des théories qui affirment que tel et tel régime est meilleur qu'un autre, correspond à notre spécificité humaine. Voilà, si vous voulez d'autres renseignements, aller plus loin dans les réflexions autour de l'alimentation, vous pouvez me contacter, les coordonnées s'affichent ici, je suis joignable par mail. Je ne réponds pas à tout le monde tout le temps, sinon je n'en finis pas. Par contre, je donne des formations et des conférences autour de l'alimentation et d'autres problématiques qui tournent autour de la santé, puisque la naturopathie a une approche holistique de la santé. L'alimentation, n'oubliez pas, n'est qu'un facteur de santé parmi bien d'autres. Voilà, je vous donne rendez-vous sur des conférences au Wacken à Strasbourg, sur le salon Bio & Co le 1er novembre 2016. Et puis je donne bien sûr des formations régulièrement dans le cadre alsacenaturo.com. Il suffit d'aller voir sur le site la rubrique agenda. Je vous dis à très bientôt.